Alors bonjour à tous, petite introduction en vidéo pour rendre les choses plus humaines vu que vous êtes beaucoup à être en télétravail. Nous allons voir dans ce podcast l'histoire du droit administratif en espérant vous rendre cette matière plus intéressante ou du moins plus abordable. C'est parti. Alors pourquoi en droit administratif je compte vous faire une sorte de introduction à ce cours? C'est parce que c'est un cours qui est difficile à enseigner, qui est difficile à apprendre aussi pour les étudiants, qui en général repoussent les étudiants et du coup repoussent les étudiants à aller par exemple vers la voie du droit public. C'est pourquoi je pense qu'une petite présentation est nécessaire car dans cette matière, on a beaucoup d'arrêts à apprendre par cœur. Un arrêt, c'est une décision rendue par le Conseil d'État, par le tribunal administratif ou par la Cour administrative d'appel. Et c'est un droit jurisprudentiel où on a pas mal d'arrêts à apprendre par cœur et du coup ça repousse les étudiants parce que par exemple c'est compliqué de retenir Conseil d'État 13 décembre 1989 cadeau, tribunal des conflits 8 février 1873 Blanco, etc., etc. Et encore là je vous cite des arrêts qui sont assez simples et connus en tout cas par les étudiants. Et pourtant, on va quand même voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce droit administratif. Et surtout, je tiens à vous dire pour les étudiants qui sont en licence que le droit public ne s'arrête pas au droit administratif. En droit public, vous avez également du droit constitutionnel, vous avez du droit de l'environnement, vous avez du droit de l'Union européenne, vous avez du droit de l'urbanisme, c'est vraiment large. Donc si vous n'aimez pas cette matière, ne vous arrêtez pas à cela. Il y a vraiment énormément de matières intéressantes en droit public et on s'en rend compte, je pense, en évoluant dans les études de droit. Souvent en master, j'entendais des élèves changer, me dire qu'ils changeaient, qu'ils passaient d'un master de droit privé à un master de droit public. Donc vraiment ne pas bannir cette matière. Alors c'est parti pour une petite introduction au droit administratif. Alors déjà, pourquoi on a un droit administratif? Pourquoi c'est un droit qui est du coup distinct du droit commun? On va voir cela. Pourquoi voir cela? Parce que la recherche des origines d'une discipline permet de saisir l'essence et la nature de cette discipline. Et du coup, cette recherche des origines doit permettre de s'assurer de l'existence de l'objet d'étude et d'asseoir l'autonomie de la discipline. Donc du coup, cette recherche, cette quête des origines, elle permet de prendre position sur le sens qu'on attribue au droit administratif en tant que tel. Vous savez, parmi les juristes, parmi ceux qui ont fait un master en droit public, il y en a qui se positionnent plutôt en tant qu'administrativiste et d'autres plutôt en tant que constitutionnaliste. C'est pour vous dire que on peut vraiment être en droit public et préférer avoir plus d'affinité pour le droit constitutionnel, la procédure constitutionnelle plutôt que pour le droit administratif. C'est vraiment très large le droit public, donc si vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème non plus avec le droit public dans sa généralité. Or, je sais que pour certaines universités, vous devez choisir en fin de deuxième année votre spécialité. Donc, c'est pour ça que je le précise, ne vous bloquez pas par rapport au droit administratif. Et donc, il est intéressant de rechercher ses origines pour comprendre pourquoi on a ce droit. Et une fois que vous l'aurez compris, vous serez plus apte à vous faire votre idée sur l'existence de ce droit administratif en France, car si on fait du droit comparé, il n'y a pas un droit administratif distinct du droit commun dans tous les pays en Europe. Ça, c'est vraiment une spécialité française, parce qu'en France, l'administration est toute puissante. Alors, voyons sa naissance au droit administratif. Alors, sa naissance est... Je vais vous dire que moi, elle est liée à la Révolution, mais sur le plan historique, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y en a une qui privilégie la longue durée historique, le temps long, avec des origines
médiévale pour le droit administratif et une thèse plus consensuelle qui fait remonter le droit administratif à la Révolution. Donc j'ai choisi cette seconde thèse, la thèse plus consensuelle qui fait remonter le droit administratif à la Révolution, mais vous pouvez très bien choisir l'autre et vous renseigner sur l'autre. Alors, à savoir, la thèse des origines médiévales du droit administratif a été diffusée par J.L. Mestre, qui est un historien du droit administratif, qui va défendre l'idée qu'il existe un droit administratif sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire un droit exorbitant du droit commun. Exorbitant, il ne faut pas s'inquiéter si vous êtes en première année et que vous m'écoutez. Exorbitant, ça veut seulement dire que c'est un droit dérogatoire du droit commun. En gros, on a la voie toute tracée, le droit commun, le droit privé, le droit judiciaire, et on a fait un autre droit qui s'écarte de celui-ci. C'est ça que ça veut dire exorbitant, ça veut dire dérogatoire. Donc, en mettant en exergue qu'il existe des prérogatives attribuées à l'administration et qu'il existe aussi une volonté royale de soustraire le contentieux administratif à l'autorité judiciaire et de l'attribuer à l'administration elle-même. Donc vous voyez, ici je vous dis que ce qui justifie que le droit administratif soit un droit dérogatoire, exorbitant du droit commun, c'est qu'il existe des prérogatives que l'administration a, elle a des pouvoirs que nous n'avons pas. C'est ça qui explique cela, et aussi une volonté royale de soustraire le contentieux administratif, c'est-à-dire une volonté royale de soustraire tout ce qui est porté devant les tribunaux au niveau administratif à l'autorité judiciaire pour que l'administration s'en occupe elle-même. Donc vous voyez la volonté de puissance de l'administration. Et donc ça c'est l'idée de J.L. Mestre que je suis en train de vous redire. Alors, sûrement, personnellement, je pense que J.L. Mestre avait raison, en tout cas de façon historique. Pourquoi je ne retiens pas cette thèse? C'est parce que déjà la plupart des professeurs de droit vont retenir la seconde, donc c'est aussi pour vous. Et puis également parce que la seconde thèse est mieux réceptionnée idéologiquement. Je m'explique. Les administrativistes, donc ceux qui pratiquent le droit administratif en spécialité, réfutent l'origine absolutiste parce que en effet c'est entre guillemets un peu plus glamour de faire remonter le droit, la naissance du droit administratif à la Révolution plutôt qu'au Moyen-Âge où il y avait des origines justement plutôt absolutistes. Donc la seconde thèse qui fait remonter la naissance du droit administratif à la Révolution est idéologiquement préférée par les juristes. Donc c'est celle-ci que nous allons voir en profondeur. Donc l'autre thèse, les origines révolutionnaires. Alors la Révolution va bouleverser le système judiciaire français. Montesquieu, d'ailleurs, la puissance de juger est nulle, il va dire. Alors pourquoi Montesquieu dit ça? Pourquoi il dit que la puissance de juger est nulle? Parce qu'il se base sur l'Angleterre. L'Angleterre où les jurés populaires vont penser que cette autorité doit être confiée aux juges de manière non permanente et considèrent que l'office judiciaire est temporaire et ils vont défendre des convictions qui vont amener à la naissance du droit administratif. En effet, Montesquieu a étudié l'Angleterre, mais aussi le cas de d'autres monarchies. Et il nous éclaire sur la physionomie de ces royautés qui, selon lui, se caractérisent toutes par le fait que le prince y détient, je cite, la puissance exécutrice et la législative, ou du moins une partie de la législative, mais il ne juge pas. Cette phrase est extrêmement importante. La réserve est capitale. Alors, au regard de la France, elle est certes contraire à la théorie et à la réalité de la justice retenue. Elle souligne pourtant le rôle exemplaire de la haute magistrature, déjà signalé dans les lettres persanes, l'ouvrage, où les parlements apparaissaient porteurs de vérité tout aussi tristes que nécessaires. Par conséquent, la solution préconisée par Montesquieu ne peut qu'être différente. Du coup, elle se fonde sur un corps de magistrats spécialisés dans l'administration de la justice,
appelés, en raison de leurs fonctions, à former le dernier rempart de la liberté et de la sûreté. Car, selon lui, eux seuls peuvent maintenir la tension entre le quasi-monopole des prérogatives étatiques par un seul homme et la pente naturelle au despotisme. Leur mission en matière judiciaire, assurée par leurs décisions, la propriété et la vie des citoyens, doit nécessairement avoir un prolongement politique. Donc pour tout ce que je viens de vous dire, je vous renvoie, si vous voulez détailler, donc déjà aux lettres persanes, hein, aux œuvres complètes, mais aussi à son ouvrage L'esprit des lois et la séparation des pouvoirs, et également sur kern.info, pour ceux qui ne connaissent pas la revue Kern. Vous pouvez, je crois, la voir directement par l'intranet étudiant. Il y a dans Revue française de droit constitutionnel pas mal d'articles intéressants sur Montesquieu. Donc vous voyez, droit constitutionnel, hein, le droit public ne s'arrête pas au droit administratif. Donc, selon Montesquieu, la puissance de juger est nulle et donc il se base sur l'Angleterre. Le député Touré, donc il est également à connaître, hein, cet homme. Le député Touré, c'est le rapporteur de la grande loi des 16 et 24 août 1790. Et lorsque j'aurai fini mon introduction, ce sera l'une des lois à apprendre par cœur dans ce cours pour les cas pratiques, car c'est la grande loi qui va conduire à la naissance du droit administratif. Donc je la répète, la grande loi du 16 et 24 août 1790, dont le rapporteur est le député Touré. Et que va dire Touré? Je cite: un des abus qui ont dénaturé le pouvoir judiciaire en France était la confusion des fonctions qui lui sont propres avec des fonctions incompatibles des autres pouvoirs publics. Alors, que veut dire Touré par là? Touré vise par cette formule la confusion des fonctions judiciaires et législatives et la confusion entre les fonctions judiciaires et administratives. Du coup, le projet de la loi de 1790, la loi des 16 et 24 août 1790, va être, je cite encore Touré, l'entière subordination des corps de justice à la puissance législative et de séparer très explicitement le pouvoir judiciaire du pouvoir d'administrer. Fin de citation de Touré. Donc vous voyez ici qu'il y a une séparation très française, j'insiste, très française des pouvoirs pour assurer la primauté du pouvoir législatif sur les autres. D'ailleurs, on parlait de légicentrisme, ce qui est d'ailleurs totalement différent aux USA. Aux USA, il y a un équilibre des pouvoirs. Donc pour vulgariser, en France, on a une séparation des pouvoirs et aux USA, un équilibre des pouvoirs. C'est très intéressant de faire du droit comparé avec les USA parce que c'est totalement différent. Donc on peut bien justement distinguer les deux régimes et leurs particularités. Donc pour revenir aux propos de Touré, que je viens de vous citer, il y a dans ces propos la primauté de la loi. Et donc, ces considérations vont déboucher sur deux séries de mesures. Et ça, il va falloir l'apprendre par cœur pour les cas pratiques, mais je ferai des enregistrements en version cas pratique comme en droit des obligations. Donc, ces considérations vont déboucher sur deux séries de mesures. 1. L'interdiction faite aux juges de traduire devant eux un agent de l'administration en raison de ses fonctions publiques. Et 2. L'affirmation du principe des séparations des autorités administratives et judiciaires. Je m'explique. Pour l'interdiction faite aux juges de traduire devant eux un agent de l'administration en raison de ses fonctions publiques, c'est le principe de l'article 2 de la loi des 16 et 24 août 1790 que vous allez devoir apprendre par cœur. C'est un système qu'on va appeler la garantie des fonctionnaires et qui va perdurer longtemps, qui va perdurer jusqu'à la Troisième République et qui va être constitutionnalisé. D'ailleurs, au passage, c'est un système contesté fortement par les libéraux. La deuxième série de mesures, je vous ai dit, c'est par rapport à l'affirmation du principe des séparations des autorités administratives et judiciaires. Là, c'est l'article 13 de la loi des 16 et 24 août qui dit que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. Fin de citation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790. Surtout, retenez que de cette séparation très française des pouvoirs et de ce légicentrisme, découlent deux séries de mesures. C'est l'interdiction faite aux juges de traduire devant eux un agent de l'administration et l'affirmation du principe des séparations des autorités administratives et judiciaires. Et donc, c'est toutes ces considérations-là qui vont amener à la naissance du droit administratif. Donc voici la thèse selon laquelle la naissance du droit administratif est liée à la Révolution. Alors, du coup, parlons du sens de cette naissance. Le sens de cette naissance, c'est que ce principe de séparation peut se comprendre de deux façons. Un sens originel et un sens historique, c'est-à-dire un sens donné ultérieurement. Le sens originel, c'est que ce principe de séparation désigne un cloisonnement entre les fonctions de justice, donc fonctions judiciaires, et l'administration. Donc ce texte n'a pas voulu en lui-même interdire aux tribunaux de juger l'administration, mais simplement de faire eux-mêmes œuvre d'administration. C'est ça qui est interdit. Notamment en prenant des arrêts de règlement, c'est-à-dire des règles générales et impersonnelles comme la loi, ou encore en citant devant eux des agents de l'administration pour leur donner des instructions. Vous comprenez? Juste pour que je vous fasse un petit rappel, les arrêts de règlement ont été interdits pour tous les juges, que ce soit le juge administratif ou le juge judiciaire, car le juge dit la loi mais ne fait pas la loi. Seul le législateur et l'exécutif le peuvent. L'exécutif avec les ordonnances à l'époque. D'ailleurs, petite définition à savoir, les arrêts de règlement, maintenant, on appelle ça des décrets d'application. Donc, je vous disais que on interdit surtout aux juges de faire eux-mêmes œuvre d'administration, notamment par les arrêts de règlement ou en citant devant eux des agents de l'administration pour leur donner des instructions. En d'autres termes, on interdit aux juges de s'immiscer dans le domaine de l'administration active, mais pas de juger l'administration. Vous saisissez la différence? Donc on l'interdit de s'immiscer dans le domaine de l'administration active, mais on n'interdit pas aux juges de juger l'administration. Et pourquoi cela? C'est pour éviter un contre-parlement. Un contre-parlement comme il y a eu sous l'Ancien Régime face au roi, et donc d'éviter une confusion des pouvoirs. Ça, c'est le sens originel qu'on peut donner à cette naissance. Le sens historique, c'est-à-dire le sens donné ultérieurement, c'est que ce principe de séparation entre le juge judiciaire et le juge administratif, qui semble s'inscrire dans la lignée de la séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs que vous avez dû voir en droit constitutionnel, va être compris comme interdisant aux tribunaux de juger l'administration. Et donc cette interprétation de la séparation des pouvoirs va aboutir sur l'administrateur juge. Donc c'est un système pas impartial, non choquant à l'époque, car on considère que l'action de juger l'administration est un complément de l'action d'administrer. Donc vous voyez qu'au sens originel, c'était l'interdiction au juge de s'immiscer dans le domaine de l'administration, et finalement au sens historique, ça va carrément devenir l'interdiction aux tribunaux de juger l'administration, avec la célèbre phrase de Henrion de Pensée qui dit « juger l'administration, c'est encore administrer ». Donc Henrion de Pensée, qui était président de la Cour de cassation au XIXe siècle, qui avait dit cette fameuse phrase « juger l'administration, c'est encore administrer ». Donc vous voyez, finalement, au sens historique, on va aller beaucoup plus loin qu'au sens originel. Ça me rappelle d'ailleurs une phrase qu'un professeur de droit administratif que j'ai eu la chance d'avoir en deuxième année nous disait. C'est on est croyant mais pas pratiquant en France, dans le sens où on croit aux libertés mais on ne les applique pas. Je vous invite à méditer dessus, je la trouve assez vraie. Donc, du coup, au sens historique, on part sur une interdiction aux tribunaux de juger l'administration,
Donc on voit une administration toute puissante. D'ailleurs, vous le savez, les membres du Conseil d'État sortent de l'ENA et pas de l'ENM. Donc là encore, on reste dans l'administration. Mais vous allez voir qu'il y aura des évolutions tout au long du 19e siècle. Alors on va avoir le moment napoléonien et on va avoir le moment républicain. De façon brève, donc le moment napoléonien, il va être important pour le droit administratif car il va créer de véritables juridictions. C'est vraiment ça le plus important, c'est qu'il va créer les juridictions administratives. Du coup, ce moment va institutionnaliser et spécialiser au sein de l'administration une fonction contentieuse distincte de la fonction d'administration active. La première création, c'est le Conseil d'État. Et la deuxième création, c'est le Conseil de préfecture. Alors pour la première création, le Conseil d'État, à la base, il est en charge en vertu de l'article 52 de la Constitution de l'an 8. Il a la charge sous la direction des consuls de rédiger des projets de loi et de règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Du coup, il a une fonction consultative du gouvernement et une fonction contentieuse. Par contre, il n'est pas encore autonome, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que, je vous ai cité l'article, c'est bien inscrit sous la direction des consuls. Et ce, même pour les affaires contentieuses. C'est ce qu'on appelle la justice retenue. La justice retenue, ça veut dire une justice retenue par l'autorité exécutive. C'est la décision rendue par le ministre au contentieux qui pourra faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État. Donc vous voyez, on n'est pas comme en ce moment même dans une justice déléguée, mais dans une justice retenue. Et ce système de justice retenue va perdurer jusqu'à la fin du 19e siècle avec l'arrêt Cadot. Voilà, le premier arrêt, c'est Cadot. L'arrêt Cadot du 13 décembre 1989, qui est un arrêt de principe qui... on le verra parce il doit être appris par cœur, est très important parce qu'il marque la fin de la justice retenue et l'affirmation de la justice déléguée. Le Conseil d'État, du coup, va régler le contentieux administratif de manière souveraine à partir de cet arrêt Cadot. La seconde création, c'est le Conseil de préfecture. Donc là, c'est la loi du 28 Pluviose en 8 qui va créer le préfet et les conseils de préfecture. Et donc ces conseils de préfecture qui sont présidés par le préfet vont être dotés d'une compétence d'attribution en premier ressort pour une part des litiges administratifs. En fait, c'est l'ancêtre du tribunal administratif d'aujourd'hui, le conseil de préfecture. Voilà pour le moment napoléonien, donc c'est plus les institutions ici, c'est vraiment le fait que on décide à ce moment-là d'institutionnaliser et de spécialiser la fonction contentieuse du droit administratif distincte de la fonction de l'administration active avec la création du Conseil d'État qui n'est pas encore autonome mais qui a certains pouvoirs et la création des conseils de préfecture qui vont du coup créer les préfets et les conseils de préfecture auprès des départements. Donc c'est une autorité déconcentrée qui vont devenir ensuite les tribunaux administratifs. Ensuite, le moment républicain. Alors là, quand je parle du moment républicain, je parle de la Troisième République. Donc c'est l'œuvre de la Troisième République que d'avoir assis le droit administratif sur les fondations qui sont encore les siennes aujourd'hui, il faut le savoir. Et cette assise est d'abord passée par l'attribution de la justice déléguée au Conseil d'État, celle dont je vous ai parlé, et par la reconnaissance jurisprudentielle d'un droit administratif autonome véritablement. Donc la Troisième République, c'est vraiment un tournant pour le droit administratif. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, par rapport à la justice déléguée. Donc ici, en 1872, après la défaite de Sedan, en pleine discussion sur les lois constitutionnelles, se pose la question de la permanence du dualisme juridictionnel. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que on a deux ordres juridictionnels ou un seul? Que faire? C'est-à-dire, on se pose la question de la coexistence de deux ordres de juridiction. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans la plupart des pays, ça n'existe pas.
Finalement, ce principe va être maintenu, mais la Troisième République va innover en confiant directement au Conseil d'État la justice déléguée. Et là, c'est dans l'article 9 de la loi du 24 mai 1878, je cite, « Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse et sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir. » Donc, vous voyez que cet article 9 de la loi du 24 mai 1878 opère le glissement de la justice retenue, c'est-à-dire le ministre-juge, vers le système de justice déléguée. Pour autant, on considérait que le Conseil d'État ne pouvait avoir de compétences contentieuses que dans les cas déterminés par la loi, c'est-à-dire une compétence d'attribution. En d'autres termes, le juge naturel, c'est-à-dire le juge de droit commun, le juge de principe, restait en puissance le ministre. Il a donc fallu attendre l'arrêt dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'arrêt Cadeau de 1889 pour abandonner définitivement la théorie du ministre-juge. Donc vous voyez, ça évolue énormément. On verra plus précisément l'arrêt Cadeau quand on passera au cours version cas pratique. En tout cas, dans cet arrêt, le Conseil d'État, va couper les liens qui le rattachent à l'exécutif dans sa fonction juridictionnelle en se posant juge de droit commun du contentieux administratif, ce qui évacue du coup le commissaire du gouvernement qui appelait dans cette affaire la prétendue juridiction ministérielle. Parce qu'en coupant les liens avec l'exécutif, on supprime cette prétendue juridiction ministérielle. Parce qu'en fait, il se trouve que le commissaire du gouvernement avait dit à propos de cette affaire qu'il y avait une prétendue juridiction ministérielle. Là, c'est fini. Du coup, l'arrêt Cadeau rend la juridiction administrative autonome et marque le point de départ de la souveraineté du Conseil d'État dans toutes les affaires contentieuses qui relèvent du droit administratif. Donc cet arrêt va consacrer la spécificité de la fonction de juger par rapport à celle d'administrer en renonçant de manière officielle à faire du ministre un premier juge dans le procès administratif. D'ailleurs, que reste-t-il de la théorie du ministre-juge aujourd'hui, à votre avis? Rien à part un petit vestige, entre guillemets, qui est la théorie de la décision préalable. Vous connaissez, c'est la règle dite de la décision préalable, comme ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir de contentieux administratif tant qu'il n'y a pas de décision administrative. On le verra dans les cours version cas pratique. Donc, il faut une décision administrative préalable. Et ça, c'est le dernier vestige qui nous reste de la théorie du ministre-juge aujourd'hui. Enfin, comment ne pas vous parler de l'arrêt Blanco lorsqu'on parle de la naissance du droit administratif. L'arrêt Blanco rendu par le tribunal des conflits le 8 février 1873. Donc ici, le tribunal des conflits doit répondre à une question, c'est qui des juges judiciaires ou des juges administratifs a une compétence générale pour connaître des actions en dommages et intérêts contre l'État. Voilà la question qui est posée au tribunal des conflits. Et donc il va rendre ici un arrêt de principe et un considérant de principe que je vais vous lire. La responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qui l'emploient dans le service ne peut être régie par les principes du Code civil pour les rapports à particulier, que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Et le visa de droit qui est utilisé dans cet arrêt, donc c'est-à-dire le fondement, c'est la loi des 16 et 24 août 1790 dont je vous ai parlé. Ici, de façon vulgaire, le tribunal des conflits nous dit qu'il n'y a pas d'égalité entre particuliers et l'État. C'est pas comme entre particuliers et particuliers. Donc, il faut la création d'une juridiction administrative. Il dit que l'État, en tant que porteur de l'intérêt général, doit avoir un droit particulier et que le droit de la responsabilité administrative ne peut pas être régi par les articles du Code civil. Donc, un droit administratif est né, a évolué, en particulier sous la Troisième République. C'est un droit récent.
C'est un droit rétif à toute codification, c'est pourquoi on a beaucoup d'arrêts à apprendre par cœur, de jurisprudence à connaître. On a considéré pendant longtemps, et notamment au début du 19e siècle, alors qu'on a codifié les règles entre particuliers, que les rapports de droit public devaient rester irréductibles aux principes révolutionnaires et aux principes d'égalité. C'est donc un droit jurisprudentiel. Donc les grands arrêts du droit administratif forment l'équivalent des articles fondamentaux qu'on peut apprendre par exemple dans le Code civil pour le droit des obligations. Le système français a donc pris la forme d'un double dualisme, un dualisme juridique, c'est-à-dire deux droits différenciés, et un dualisme juridictionnel, puisqu'il y a deux ordres de juridiction qui vont se partager l'ensemble des litiges qui vont naître. Ce sont l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, qui est vraiment une spécialité française, car on a une vision toute puissante de l'administration et avec tout ce que avec toutes les considérations que je vous ai expliquées, on en est arrivé là. Est-ce que le droit administratif va toujours perdurer? C'est une question qui peut se poser aussi. C'est une question qui peut se poser car pourquoi on a besoin de mettre du sens sur le droit administratif? Dans tous les cours, on vous explique sa naissance. Pourquoi on a besoin de légitimer sa naissance, de dire que ça vient de la Révolution parce que c'est entre guillemets plus glamour que si ça vient du Moyen-Âge? Pourquoi le légitimer si on est sûr qu'il va rester? Première question. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'il a vraiment évolué et qu'il se tourne de plus en plus aujourd'hui vers les victimes de l'administration. Donc, dans ce cas-là, à quoi sert d'avoir un droit administratif distinct du droit commun? Et puis, de façon générale, si vous faites un peu de droit comparé, vous verrez que dans les autres pays, ce n'est pas fait comme cela. D'ailleurs, posez-vous la question, parce que faire du droit, c'est aussi s'intéresser aux choses et pas simplement apprendre bêtement par cœur. Posez-vous la question, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il un dualisme juridictionnel, c'est-à-dire d'un côté le droit administratif, donc l'ordre administratif, et d'un côté l'ordre judiciaire, ou faudrait-il seulement un droit commun, où tout est jugé au même endroit, avec peut-être des règles différentes? Parce que à la base, le droit administratif s'est construit sur un droit de l'État, c'est-à-dire un droit en faveur de l'État, en faveur d'une administration toute puissante. Or, il devient progressivement l'inverse, dans le sens où il devient progressivement un État soumis au droit, en fait, un État de droit. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de lois et d'arrêts à apprendre par cœur. Je vous fais quand même une restitution. Il faut savoir la loi des 16 et 24 août 1790. Il faut également savoir l'arrêt du Conseil d'État Cadeau du 13 décembre 1889 qui confère l'autonomie à la juridiction administrative. Il faut également savoir la loi du 38 pluviose en 8 qui crée le préfet et les conseils de préfecture ainsi que le conseil général. Donc là, c'est le système déconcentré. Et enfin, il faut savoir l'arrêt du tribunal des conflits Blanco du 8 février 1873, qui est l'arrêt de principe rendu sur le visa de la loi des 16 et 24 août 1790, où le droit de la responsabilité administrative, ici, et on dit clairement qu'il ne peut pas être régi par les articles du Code civil et que du coup, il incombe au juge administratif de connaître des actions en dommages et intérêts contre l'État. Donc j'essaie de faire cette introduction au droit administratif pour vous rendre ce cours un peu plus intéressant et pour vous encourager à le voir sous un autre angle. Après, les prochains podcasts seront plus du coup version cas pratique comme en droit des obligations. Donc on verra plus des arrêts et comment faire le raisonnement juridique pour résoudre un cas pratique en droit administratif avec le programme de licence. Toutefois, si vous avez des questions et si vous voulez que je fasse plus de podcasts théoriques, comme je viens de le faire, n'hésitez pas à me le dire à l'adresse juristededemain@gmail.com. Du coup, merci pour l'écoute et puis bon courage. Travaillez bien malgré le fait que nos amphithéâtres soient encore fermés. Bon courage.